Oh, quelle franche rigolade. Binge audio. On y est ? Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Je sais pas combien vous êtes pour le moment. Nous on voit pas, on voit juste vos messages. En tout cas, bienvenue à ce Twitch de Camille, avec l'équipe de Camille. Donc du coup, Camille, Solène qui est la réal de l'émission et Diane qui fait la production. Son ok, c'est super, c'est top. Voilà, en gros, on a à peu près 1 heure ensemble pour répondre à vos questions. On n'a vraiment pas préparé grand-chose, ça veut dire que c'est à vous de lancer les sujets, de nous dire de ce dont vous avez envie qu'on parle ce soir. Ça peut être des questions sur comment est-ce qu'on prépare le podcast, sur comment on a préparé les émissions que vous avez déjà entendues, ce qu'on prépare pour la suite, comment on travaille, tout ça. Des questions d'actu, des questions qui n'ont rien à voir. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir ce que vous avez envie de faire de cette heure ensemble, quoi. Comment nous viennent les idées pour les épisodes ? Eh ben, en gros, on en discute ensemble, toutes les trois. À chaque fois, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu passer ? De quoi on a envie de parler ? Qu'est-ce qui nous interpelle ? Parfois, c'est des questions d'actualité, des choses qui sont un peu classiques. Par exemple, la PMA, ça fait très longtemps qu'on réfléchit à comment on va en parler dans Camille. Et du coup, on va en parler en saison 3, qui va arriver bientôt. Sinon, c'est aussi des questions qui sont pas du tout traitées par l'actualité. On se dit, alors attends, mais par exemple les vêtements, l'épisode fringué comme une tapette, c'est un peu ça. C'est un peu une question qui a jamais d'actualité, où on en parle en version, je sais pas, la mode par exemple, vraiment un peu institutionnalisée, mais on réfléchit pas tellement à ce que les vêtements veulent dire pour nous au quotidien. Et donc du coup, on se dit, tiens, c'est exactement le genre de choses qu'on vit tous les jours et on aimerait bien faire un sujet dessus. En gros, ça se passe comme ça. Et puis parfois, c'est Diane ou Solène qui ont une idée très précise, qui disent, ah tiens, faut qu'on fasse absolument cet épisode. Et c'est arrivé par exemple pour l'épisode de Dans ton cul, qui était le numéro 2, non, si, c'est ça, le numéro 2 de la saison 2, qui vous avez pu écouter au mois d'octobre. Et là, c'est vraiment Diane qui m'a dit, non, il faut absolument qu'on passe un sujet là-dessus. Et moi, j'ai mis un peu de temps à dire, oui, alors, comment, si on doit parler de cul, avec qui, etc. Donc, du coup, ça a fait un peu son chemin, mais je pense que c'est une émission que j'aurais pas faite toute seule s'il n'y avait pas eu la proposition de Diane de faire cette émission, qu'on a du coup intitulée Dans ton cul, qui parlait de comment, en fait, les... Putain, qui veut résumer ? Moi, qui a bossé ? Vas-y. En fait, c'est comment les rapports sexuels, quelle que soit la sexualité qu'on a, sont normés et comment on adopte, quel que soit son ou sa partenaire, des positions de dominé-dominant. Et du coup, c'est essayer de s'en sortir, notamment s'en sortir par le fait qu'il faut tous et toutes sortir de ce schéma de la pénétration comme étant le point final d'un rapport sexuel. Avez-vous des exemples ou contre-exemples du coup de films, séries, livres qui contrecarrent cette hétéronormativité ? Normalité aussi. Ah oui, hétéronormalité. On parle plus souvent de hétéronormativité, mais en fait, on pourrait dire ça comme ça aussi. Des films, des séries, des exemples. En série, par exemple, la série Sex Education, dont on parle dans l'épisode dont on vient de parler là, il y a 2 secondes, de être à l'école, être hétéro, ne pas être. C'est une série qui, pour le coup, en fait, montre des sexualités qui sont pas hétéros et qui les montre de manière normale. Il y a des enjeux, forcément, qui sont liés au fait qu'il y a des personnages qui sont pas hétéros dedans, mais ça montre pas, en fait, le fait de ne pas être hétéro comme étant quelque chose de bizarre, où il n'y a pas des questionnements sans fin des personnages, en fait, pour se dire, mais pourquoi ? Et ça vient d'où ? Et est-ce que je peux avoir un copain ou pas, en fait, si je suis gay, etc., etc. Et du coup, ça montre ces sexualités différentes, qui sont pas forcément montrées ailleurs, comme étant des sexualités qui sont validées, acceptables, normales, avec des personnages qui sont heureux ou qui ont des histoires qui ressemblent à celles des histoires hétéros, avec des ruptures, avec des moments compliqués, des moments très chouettes aussi. Donc, c'est pas uniquement montré comme étant un truc différent ou un peu exotique. On se dira, oulala, ça, c'est vraiment extrêmement différent. Non, ça reste une histoire d'amour. Et du coup, c'est raconté d'une manière qui est beaucoup plus normale, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, par exemple, je pense à ça, à Sex Education. Des films... Compliqué, après la jeune fille en feu. Bah ouais, alors après c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas d'histoire hétéro montrée dans les films qui viennent en tête. Dans les films, on a plutôt des histoires dans les films où c'est vraiment centré sur une histoire d'amour lesbienne ou gay, et du coup il y a un peu moins l'occasion de voir la différence avec d'autres histoires à côté pour dire ah oui c'est traité de la même manière, ou en tout cas il n'y a pas une hiérarchie qui est faite entre les 2 histoires. Du coup les histoires d'amour qui sont pas hétéros, qui sont lesbiennes dans le cadre de Portrait de la jeune fille en feu, ça montre des histoires d'amour possibles
possible entre femmes, il y a toujours des choses qui en fait font que ça reste potentiellement. Alors hétéronormé dans leur relation, pas tellement dans le portrait de la jeune fille en feu, mais par contre t'as pas tellement l'occasion de te dire c'est quelque chose de normal parce que c'est pas c'est une autre époque, c'est dans une espèce de huis clos, dans un château maison en Bretagne. Enfin, il y a un truc qui fait que c'est un petit peu en dehors du monde, hors du temps, hors du monde. Du coup, c'est un peu différent. Mais oui, clairement, ça rentre dedans parce que ça montre une histoire d'amour où il y a personne, en fait, qui est là pour les empêcher d'être ensemble, justement, dans ce huis clos. Il y a personne aucun personnage ne va être là pour dire, en fait, non, il faut surtout pas que Marianne et Loïs soient ensemble. Du coup, effectivement, dans ce sens, non, mais c'est vrai, parce que généralement, il y a de ça. Il y a toujours des oppositions qui sont toujours racontées par les personnages, qui disent, mais non, je sais pas, ma religion, ou ma famille, ou les bonnes mœurs voudraient que surtout je ne cède pas à cette histoire d'amour lesbienne. Et là, c'est pas le cas. Du coup, c'est dans ce sens-là que c'est pas hétéronormé, que ça permet une histoire d'amour, à laquelle on croit et qui est porteuse d'autre chose que une différence, quoi, en gros. Est-ce que vous auriez des surprises à partager dans la préparation de l'émission ou les réactions qu'elles ont provocada. Attention, conjugaison. Moi, en surprise, j'aurais envie de nommer... un des premiers mails qu'on a reçus suite aux premiers épisodes de Camille, c'est le mail d'une personne qui nous dit être mariée, avoir 2 enfants, avoir un peu moins de 30 ans et qui se pose des questions sur son propre désir, sur sa sexualité. Et en fait, ça m'a énormément touchée, mais je crois que ça nous a toutes énormément touchées qu'il y ait un tel message qui nous soit envoyé aussitôt aussi. Et je trouve que c'était très représentatif de ce en quoi ce podcast a... je pense, touche profondément plein de gens, hétéros comme non-hétéros, parce qu'en fait, ça va au-delà d'une question d'étiquette ou de sexualité. C'est vraiment comment on distingue son désir, comment on reconnaît ce qu'on veut face à ce que la société attend de nous, face à ce qu'on nous a appris aussi à désirer, à vouloir. Et je crois que c'est la force de ce programme. Et Diane vous vend le programme en direct. C'est mon job. Mais c'est vrai qu'il y avait cette personne qui demandait comment savoir si je suis hétéro. Ouais. Ce qui est quand même une question... pas hyper simple, quoi. Et de la retourner, parce que c'était pas est-ce que je suis lesbienne, c'est comment savoir si je suis hétéro. Oui, c'était vraiment la première fois que moi je le voyais écrit comme ça aussi, en plus. Et du coup, ça me permet de faire une transition avec la question comment l'équipe s'est constituée. Vous vous connaissiez déjà? Et bien justement, parce qu'en fait, on bosse toutes les 3 à Binge Audio. Donc là, ce que vous voyez derrière vous, là, on n'a même pas dit. On est à mon bureau, à Binge Audio. Et en fait, on travaille toutes les 3 à Binge Audio et on travaillait déjà à Binge Audio toutes les 3 avant de commencer Camille. Et donc, en gros, comment ça s'est passé? Ça faisait plusieurs, je sais même pas dire, mois, années, que j'étais en train de rappeler qu'en gros, on traitait pas de questions, en fait, des questions LGBT et de l'hétérosexualité non plus, forcément, dans les podcasts. Et que du coup, c'était vraiment un domaine qui allait être important pour continuer toutes les phases de déconstruction qu'on avait commencé à Binge, notamment avec Kif Tara sur les questions raciales, les coudes sur la table, pour apprendre les bonnes manières. Sur les masculinités, absolument. Un podcast de Nadine de Rothschild, parfait. Et on a donc lancé Camille avec, au départ, avec Solène, on a fait un pilote. En fait, on s'est dit tiens, il faut qu'on fasse une émission là-dessus. Quel sujet on prendrait? Et on a fait le pilote qui est devenu le premier épisode, qui était donc Pourquoi je peux dire PD et pas toi. On a bricolé ça avec Solène. On a improvisé la forme des nommés que vous connaissez peut-être aujourd'hui, les gens qui disent des phrases horribles. D'ailleurs, ces gens qui disent des phrases horribles, ce sont nos collègues. On les force, on les incite, on les oblige. Quand on leur dit bonjour, il y a des voix à faire pour Camille. Oui, voilà. Ils le disent pas en vrai. Non, ils enregistrent ce que vous entendez. Non, parce qu'il y a des gens qui m'ont vraiment posé la question en me disant, mais du coup, comment vous enregistrez les gens qui disent des questions comme ça et tout? Non, c'est bon. Vous les trouvez où? On les écrit, nous. Les gros homophobes. Et on fait lire, du coup, à nos collègues pas du tout homophobes, en fait, des phrases qu'ils le sont. Et donc, on a trouvé cette forme-là. Et ensuite, Diana a rejoint le projet quand on a dit, c'est bon, on le lance, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés toutes les 3 sur ce projet. En gros, c'est ça. Et du coup, on travaille sur d'autres choses aussi à côté à Binge, j'ai pas uniquement Camille. J'écoute le podcast depuis quelques jours, c'est vraiment génial. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton écoute. On ne pourra absolument pas prononcer ce pseudo. Il n'y a absolument aucune voyelle. Je suis désolée, mais merci d'écouter. Myrion. Quel serait votre invité de rêve et sur quel sujet? J'ai pas du tout préparé cette question. Mais si tu sais, c'est Kristen Stewart qui est invitée de rêve. Non, Kristen Stewart, c'est pas forcément une invitée de rêve, mais
Mais pour le coup, voilà, ouais, bon, sur une autre signification de cette phrase. Mais pour le coup, l'invité de rêve, sur quel sujet, j'aurais vraiment du mal à répondre parce que limite, ce serait une personne morte, en fait, concrètement. Enfin, j'aimerais pouvoir avoir Monique Wittig qui réexplique aujourd'hui, en 2021, en fait, ce que ça veut dire, ce qu'elle a écrit, elle, en 70, quoi. Donc ça, c'est un peu une façon facile de répondre à ça, quoi. Mais du coup... Mais on peut retourner la question. Écrivez-nous là dans le chat. Vous voulez qui vous voulez dans le podcast, en fait. Quel serait votre invité de rêve et sur quel sujet? Voilà. Quelle productrice, celle-là? Je vous fais travailler. Voilà. Diane, toujours au taquet sur son job, quoi qu'il arrive. Je bosse dans une boîte de maxis blancs, hétéros qui s'appelle Tous Valentin ou Nicolas. Bisous, Quentin, t'es pas loin. Camille. Il y a un outil pédagogique comme pour mon entourage. C'est très chouette. Et ben, c'est une super nouvelle parce que c'est exactement comme ça qu'on a pensé le podcast, en se disant il faut absolument que ce soit un podcast qui soit utile aux gens qui l'écoutent eux-mêmes, mais qu'en fait ça puisse servir et qu'ils puissent l'envoyer à d'autres personnes en disant ah, tu vois, la dernière fois en soirée j'ai pas tellement réussi à te répondre pour t'expliquer pourquoi en fait dire enculé c'était homophobe par exemple, ce qui arrive parfois. On se retrouve en soirée, enfin on se retrouvait en soirée dans des situations, on avait du mal à répondre aux gens en disant je sais pas trop quel argument utiliser, je sens qu'il y a un problème ou je sais pas trop comment faire. Et du coup, on s'est dit il faut aussi que les podcasts ils servent à ça, justement à pouvoir être envoyés aux gens de notre entourage pour que ce soit aussi moins coûteux humainement en tant que personne en fait de devoir réexpliquer les mêmes choses à chaque fois ou pas forcément avoir les mots pour ou se dire ouais je suis pas d'accord mais en fait voilà. Donc du coup ça sert à ça, donc je suis absolument ravie que tu l'envoies à tes collègues de travail, Valentin, Nicolas. Voilà, si ça peut servir à ça, c'est vraiment qu'on a réussi notre travail. C'est super. C'est pour tous les Nico et tous les Val. C'est ça. On est séparés en 2 groupes qui sont censés être complémentaires et voilà. Et faire des enfants et se marier et avoir... T'as une super expression sur le monospace et la formule complète de l'hétéronormativité. J'avais marqué ça ouf. Peut-être dans l'épisode de Agressivité Trans. Tu nous avais peut-être fait une tirade. Sur le package monospace, le chien, le CDI, le CDI, le monospace, le chien, la maison, l'enfant, je sais plus. Enfin, je vous ressors c'est ça, ouais. Ce qui veut pas dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont des monospaces, c'est mal. Hein. C'est super les monospaces, c'est super, mais c'est on adore ça. Se remettre, prendre du recul par rapport à cette formule complète et se dire de quoi on en... Je pensais pas qu'on arriverait à un point monospace à 20h24. Et bientôt les kangous. Bientôt les kangous. Et ça arrive. Restez connectés. Les kangous, c'est mieux. Ça arrive. Merci. S'il y a des teams autres que kangous dans le chat, dites-le qu'on s'engueule bien sur les berlingots et les partenaires, mais ce sera pour plus tard. Dans une grosse demi-heure, en gros. Comment faites-vous pour réussir à avoir les personnes que vous invitez? Parfois, c'est compliqué d'organiser les rendez-vous, interviews, d'avoir des réponses. Donc, c'est quoi vos tips pour pas perdre espoir ni prendre de retard dans les épisodes? Coucou Christine Boutin, il faut répondre à mon mail, please. Ah, Christine. Je sais pas quel mail j'écrirai à Christine Boutin. Je sais pas. Ah non, non, pas pour le si je devais écrire un mail à Christine Boutin. Donc voilà. Et moi, je rajouterais un tips, peut-être un peu nunuche, mais pour pas perdre espoir, c'est aussi, je crois, le fait qu'on est plusieurs et qu'on est une équipe. Et que du coup, en fait, on a complètement le droit de perdre espoir. Mais il y en a toujours une autre minimum, si ce n'est 2, pour rattraper celle qui perd un peu espoir. Et en fait, dans toutes les émissions, tous les médias qu'on écoute et tout, il y a toujours des équipes derrière, en fait. Et donc, après, je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont leur propre podcast et qui le font chez eux, mais entourez-vous de gens, d'amis, voilà, c'est hyper important. À minima, ils vous redonneront de l'espoir et au mieux, ils vous donneront le 06 de votre invité de rêve. Voilà. Le 06 de Christine Boutin, absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous considérez une interview avec Marguerite Stern? Je trouve dommage, bien que je comprenne et respecte, de ne pas avoir de conversation entre idées divergentes au sein des luttes. Alors, la réponse est très simple. Je ne considère pas du tout et je ne pense que je n'aurais vraiment pas, en tout cas dans Camille, une interview avec Marguerite Stern. Parce que, pour resituer, en fait, Marguerite Stern est donc une activiste féministe qui a lancé au départ les collèges contre les féminicides, pareil, en 2019, et qui a tenu entre-temps, en fait, des propos transphobes, et qui, du coup, devient
une tête de file médiatique en tout cas, à défaut potentiellement d'être une tête à la tête d'un mouvement réel, etc., de personnes qui sont des féministes qui considèrent que les femmes trans ne devraient pas avoir leur place dans le mouvement féministe. Elle devient un peu la figure identifiée en fait d'une parole transphobe dans les médias. Pourquoi je n'aurai pas d'interview avec elle? Parce que déjà Camille, c'est pas un lieu dans lequel j'invite des personnes avec qui je ne suis pas d'accord pour montrer qu'elles sont pas d'accord ou pour montrer que leurs arguments sont pas les bons. Ce que je fais, c'est plutôt ce que je fais dans l'épisode de Les femmes trans sont des femmes, c'est dire en quoi les arguments avancés en fait sont problématiques. Donc c'est pas la personne qui est problématique, c'est les arguments. Je trouve ça beaucoup plus fort d'identifier des arguments qui reviennent et qui sont récurrents et qui font du coup une masse ou qui sont des arguments pour convaincre des gens de choses qui sont fausses. C'est beaucoup plus intéressant de s'attaquer aux arguments qu'aux personnes. C'est trop simple en fait de s'attaquer aux personnes quelque part parce que ça réduit à de l'individuel quelque chose qui est en fait beaucoup plus large que ça. Ensuite, je vois pas ce que je vais pouvoir en fait vous proposer d'intéressant en rencontrant Marguerite Stern et en essayant de lui dire on n'est pas d'accord. Dans le sens où ni elle ni moi, je pense, n'allons être convaincus par les arguments l'une de l'autre. Ces arguments, je les connais, je la suis sur les réseaux, je lui réponds parce que c'est une question qui m'a été posée sur Instagram notamment. Pourquoi est-ce que je suis Marguerite Stern sur Twitter, sur Insta? Je la suis pour pouvoir justement voir quels sont ses arguments pour tenir ces propos-là. Et du coup, ces arguments, quelque part, je les connais. Et je pense que potentiellement, elle connaît les miens parce qu'en fait, ils sont aussi partagés par beaucoup de personnes qui s'opposent à elle directement ou qui font des remarques sur Twitter, etc. Donc, je pense pas qu'on va retirer quelque chose, ni vous, ni moi, ni elle, d'une confrontation en fait sur ces arguments-là. Est-ce que vous avez prévu de parler d'à quel point les communautés sont trop cool et à quel point elles font du bien justement dans les questions de santé mentale, adéquité, affirmation de soi, etc. J'ai jamais pensé dans ce sens-là et je pense que vous n'avez jamais pensé non plus. En fait, moi j'ai toujours eu envie, mais en fait dans l'angle éditorial du podcast de Camille, d'ancrer des normes dans une société et tout, ça perd son sens. Mais évidemment qu'on a envie de dire que c'est trop cool. C'est un peu compliqué comme question parce que comment dire, comme c'est quand même des émissions qui à chaque fois sont dédiées à la fois à un public LGBT et à la fois à un public hétéro, et à chaque fois la référence dans ma tête c'est que pense un hétéro qui va écouter ça. Je vois pas tellement comment en fait on va arriver à convaincre les hétéros qu'ils ont une position sociale en leur disant à quel point en fait les communautés LGBT sont cool quoi. Pour répondre à Mathilde, tu dis je trouve que ce serait chouette de leur montrer à quel point les autres possibles sont chouettes et à quel point le monde hors de l'hétéronormativité peut être beau. En fait, je comprends tout à fait. J'ai pas dit que le monde hétéro était nul. Alors, en fait, pour répondre à ça, je crois que c'est hyper important en fait de faire comprendre aussi que toutes les questions dont on parle d'hétéronormativité sont des dynamiques qui touchent les hétéros, mais elles touchent aussi les personnes LGBT. Mais en fait, c'est des choses qui restent encore dans les communautés LGBT, où en fait, en tant que meuf, une fois qu'il n'y a plus quelqu'un qui est le gars dans la relation, en fait, qui prend ce rôle en fait de proposer, de dire oui, de dire non. Et en fait, on se rend compte que concrètement, ces rôles-là, on les conserve. Donc, je suis pas tellement intéressée par le fait de dire que nous, on fait mieux les choses. Entre nous, on sait ce qu'on fait mieux. Je crois que c'est plus intéressant entre nous aussi, en tant qu'LGBT, se rendre compte de ce qu'on ne voit pas. Et le cas du MeToo Gay, récemment, est parfaitement cet exemple-là sur la question de consentement. Donc, le monde hétéro est nul pour beaucoup de raisons. Mais en fait, je crois que c'est important, plutôt que de dire vous êtes nuls, vous avez rien compris, de dire que collectivement, en fait, il y a des choses qu'on n'a pas regardées, les hétéros sur eux-mêmes, sur ce que voulait dire leur hétérosexualité pour eux-mêmes, et nous, en tant qu'LGBT, ce qu'on a gardé de ce monde hétéro, en fait, sans jamais, en fait, le remettre en question en se disant, c'est bon, on vire les gars de nos relations, c'est ok, quoi. Ces schémas-là, on les reproduit et on les reproduit pour toutes les raisons qu'on a citées depuis le début de ce live. C'est parce que ce modèle hétéronormatif, il est partout et c'est le seul modèle qui est proposé. Et en fait, la seule différence avec les personnes hétéros et non hétéros, et je parle en tant qu'hétéro, c'est que en fait, les personnes non hétéros se sont construites à l'adolescence par rapport à ce modèle-là, en opposition à ce modèle-là. Donc, ils ont inventé d'autres choses. Et là où, effectivement, les personnes hétéros ne s'en rendaient pas compte, moi, je sais que j'apprends plein de choses aussi avec Camille, et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de remettre tout ça en question. Voilà. Je crois que c'est la première fois qu'on dit que Diane est hétéro dans toute cette émission. On vient de lâcher une info, là. Vous n'avez pas compris ce qui se passait, mais oui, c'est une grosse information quand même. Diane est hétéro, je quitte le stream. Restez avec nous. On l'aime quand même. Je sais pas, peut-être que je vais le virer demain.
Hors de question. Il n'y a pas de honte. On a renversé le truc, c'est pas dingue. Ça, c'est trop bien. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Merci de le préciser dans le chat. Ouais. Je sais pas ce qu'elles écrivent sur le carnet à côté. J'écris que je vais m'en aller. Tu vas t'en aller? Tu dois partir, t'as un train. Non, je peux accepter. Comment ça? Ne virez pas Diane, s'il vous plaît, d'accord? Mais t'as encore l'opportunité de te faire, c'est vrai. La pression des réseaux sociaux. Et donc, du coup, t'as à reprendre le sérieux, quoi. Ouais. Nulle y part. C'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux. Ok, bon, reste. Merci, Il y a une question qui est sortie à un moment qui pourrait être sympa pour clore cette magnifique conversation. À un moment, on nous a demandé quels étaient à chacune nos épisodes préférés. Denjon. Non. C'était quoi? Est-ce que t'as un épisode? J'avoue, c'est pas agréable quand on te met le micro sous le nez comme ça. Bah, si tu veux, j'ouvre alors. Vas-y. Je dirais que mon épisode préféré, même s'ils sont tous super, c'était probablement comment être une bonne alliée avec Aggressively Trans sur Instagram. Moi, il m'a particulièrement émue parce qu'il donne des clés, en fait. Il donne vraiment des clés de compréhension et des clés aussi pour savoir réagir et se comporter. Moi, il me sert pour vraiment avoir des outils dans la vie pour pas me tromper quand je m'adresse à une personne, comment je gère la personne, c'est intéressant. Et ça aide aussi à comprendre le genre dans toute sa complexité. Et moi, je sais que c'est un épisode que j'ai beaucoup envoyé à mes proches pour que, en fait, pour que les gens apprennent à avoir une nouvelle façon d'entrer en lien avec les autres par le fait de s'interroger sur le genre, sur les personnes, quoi, de vraiment et de pas de partir de a priori de base. Je sais pas, moi il m'a beaucoup ému. Et en plus il est drôle, on rigole et c'est très intéressant. Et moi j'aime bien la rigolade. C'est vrai que t'aimes bien la rigolade. Ouais. Voilà. Diane, ton épisode? Mon épisode préféré. Je suis partagée parce que en fait, je crois que je vais dire contraint et contrainte à l'hétérosexualité. Qui est un épisode très dense, si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais je trouve que c'est celui qui présente le mieux le projet du podcast et son ambition, qui est de dire que en fait, l'hétérosexualité, c'est politique. Et en fait, l'hétérosexualité transpire de partout dans nos institutions, dans ce qu'on nous raconte, ce qu'on apprend. Et je trouve que l'échange que tu as avec l'invité est juste très riche. Les mots sont très justes, mais c'est vrai que pour les hétéros, je ferai un petit avertissement qu'on se prend une claque dans la gueule. Et on aime ça. Ça sert à ça d'avoir des hétéros dans la prod, en fait, hein, grosso modo. Hein, c'est important. Le crash test, en fait. Avoir un point de vue hétéro sur ce qu'on fait, c'est hyper important. Je suis le cobaye du podcast. Non, mais attends. Et du coup, maintenant, il faut qu'on réponde à cette question. Comment on fait pour rester hétéro quand on travaille sur ce podcast? On donne le micro à la concernée. Ok. Plusieurs réponses. La première, c'est que le programme étant pensé pour en partie un public hétéro, c'est bien qu'il y ait une personne hétéro dans l'équipe qui puisse être un peu le cobaye, donner des idées, des écritures, etc. La deuxième question, c'est que pour moi, c'est pas incompatible dans le sens que, évidemment, que je me pose énormément de questions. Parfois, c'est très inconfortable parce que ça vient poser des grosses questions sur effectivement le désir, tout. Et ça dépasse les histoires d'amour et de sexe, mais effectivement, ça bouscule. Et donc, oui, c'est inconfortable. Mais justement, moi, je trouve ça très important de le faire et de continuer à le faire. Je trouve que c'est facile de le faire à nos âges. C'est moins facile de le faire plus tard et j'espère qu'on va continuer à le faire plus tard. Parce que, un peu comme tu le disais tout à l'heure, c'est plus dur de se remettre en question quand t'es plus âgé. Du coup, tant qu'on a l'énergie de le faire, je trouve que c'est intéressant de le faire. Mais c'est sûr que j'ai des questions qui restent sans réponse. Et il y a quelqu'un qui souligne le soin dans la prod, l'écriture, le son, il se ressent vraiment beaucoup, avec de l'amour et du cœur. Oui, voilà. Est-ce qu'avant la fin du stream, vous allez remercier vos sponsors haute couture et la coiffeureuse de Solène? Nos sponsors haute couture s'appellent... C'est quoi ton sponsor haute couture? Ça, je fais quoi? Non, je peux pas vous dire juste pareil. Alors là, on va arriver à des sujets compliqués. Ah non, j'ai trop honte. Ah non, parce que c'est le summum de l'annonce qui s'est passé. Je suis arrivée à acheter les fringues que j'achetais quand j'étais ado, tu vois.
Est-ce que vous avez une marque de meuf Jennifer. Jennifer, bravo. Ouais. Et mon pull, c'est Jennifer, voilà, je le dis. Superbe. Voilà, donc on a un sponsor Jennifer, non officiel pour le pull de Solène. Moi, j'ai une veste brocante du 20e, voilà. En gros, c'est ça. Moi, j'ai le sponsor ma sœur, parce que c'est bien pratique. Voilà, comme vous voyez, on brasse beaucoup d'argent et les gens, on est des vraies influenceuses, quoi. Clairement, on est au top, quoi. Est-ce qu'il va y avoir un bêtisier de Camille ? Est-ce que t'as gardé ? Le bêtisier pourrait ressembler approximativement à ça. Voilà, j'ai bu un demi-litre d'eau en 1 heure pour la simple et bonne raison que je fais des bruits de bouche absolument dégueulasses et qu'il y a une personne sur Terre qui les écoute pour que vous n'ayez pas à les écouter et vous ne visiez pas dans ma bouche, c'est Solène. Et donc du coup, le bêtisier, ça va clairement être un truc comme ça, quoi.